sais pas si vous étiez amateur des pages roses des dictionnaires du temps jadis, mais il y avait une citation latine que je trouve tout à fait adaptée, qui était Ultimo ratio regum, et qui était la devise que Louis XIV a fait graver sur ses canons, qui était la ratio, aujourd'hui c'est Didier Bourgogne qui va en parler, et les canons c'est Bruno Fellini qui va en parler. C'est-à-dire que là où la raison portée par la nuance n'agit plus, eh bien c'est l'injure qui vient prendre le relais. Donc je vais vous présenter sommairement. Donc, Didier Pourquerie a eu une carrière dans la presse, Libération, Le Monde, d'abord sur des plans économiques. Vous avez créé le supplément, ce qui est devenu aujourd'hui le supplément M Magazine du Monde. Vous avez été rédacteur en chef dans plusieurs journaux, dont la Science et Vie économique. Vous avez travaillé à Info Matin, L'Expansion, Libération de Nouveau. Et vous êtes depuis 2015 directeur de la rédaction du site associatif Conversation de France, dont vous êtes aujourd'hui le président. Alors c'est un site d'information intéressant autour de la vulgarisation de la production universitaire. Donc ça vaut le coup d'aller voir si vous voulez, vous en parlez peut-être, mais c'est intéressant, ça vaut le coup. Et en plus, pour la région, vous êtes ici président de Cap Science depuis 2018. Donc Bruno Fellini, lui, fait autre chose. Il est rentré après Sciences Po, il est rentré à l'Assemblée nationale comme rédacteur des discours parlementaires, des comptes rendus analytiques des séances de l'Assemblée nationale. Et puis, il a dirigé la mission éditoriale de l'Assemblée nationale entre 2005 et 2012. Et c'est peut-être ça qui lui a donné l'envie et la matière de se plonger dans les archives, notamment des rapports parlementaires, mais autres, pas que, pour voir ce que les hommes politiques avaient pu s'envoyer comme gentillesse, tant à la tribune de l'Assemblée qu'ailleurs. Par ailleurs, il est régent au collège de pataphysique. C'est important parce que c'est quelque chose de très particulier dont il nous dira peut-être un mot. Et il a aussi écrit des pièces de théâtre et il dirige la collection Archives du crime aux éditions de l'Iconoclaste. Les livres sont dans des genres très différents. Donc le livre de Didier Pourquerie, Sauvons le débat, osons la nuance, c'est un livre qui prend pour postulat que la polémique domine l'espace du débat, et à cela, Didier Pourquerie répond en lui opposant l'arme de la nuance. Je crois que ça vous est venu à partir de... L'envie du livre vous est venu à partir d'une émission où vous aviez décortiqué la posture de Greta Thunberg, et ça vous a valu une vol de bois vert, et à partir de là, vous avez réfléchi à ce que pouvait être, d'une part, le discours de la nuance face aux réactions excessives que sont portées par les médias et par les réseaux sociaux. Et l'envie d'écrire ce livre vous est venue. Vous défendez dans ce livre la nuance dans le débat politique où aujourd'hui tout est poussé à l'affrontement. Alors peut-être qu'on va rentrer dans le vif du sujet et parler de cela. Je vous cite. Au départ, il y a le journaliste que vous êtes. Le journaliste moderne est pour vous un journaliste modeste. Le journaliste se résume en deux mots: curiosité et générosité. Vous pouvez développer. Oui, merci. Et je suis content d'être avec vous ce soir. Donc, ça fait 45 ans que je fais le métier qui est classé dans les codes de confiance en France, juste avant les agents immobiliers et les banquiers. Donc, vous voyez, dans les 25, ben voilà. Donc, je suis au conseil d'administration de l'IJVA, de l'école de journalisme de Bordeaux, et souvent je leur dis, vous savez les amis, il faut être journaliste, mais il faut envoyer le poids parce qu'il y a du boulot là, pour remonter notre code de confiance. Et en fait, au fil des années, à force de recruter des journalistes, j'ai trouvé qu'à la fin, il y a deux critères qui sont le plus importants. C'est la curiosité, la vraie curiosité, c'est-à-dire la curiosité sans fin,
de vérifier, d'aller chercher derrière, d'aller chercher au-delà de ce qui est visible, d'aller chercher au-delà de ce qui est communiqué. Et la générosité. Pourquoi la générosité? Ça fait boy scout, je sais bien, mais la générosité parce que il faut avoir envie de partager. Parce que des stars, journalistes, des gens qui travaillent pour avoir leur signature partout, on en connaît plein, mais ceux qui ont vraiment envie de partager quelque chose, ceux qui sont sur le terrain et qui se décarcassent, si vous passez l'expression, pour partager ce qu'ils ont de la manière la plus efficace, ça me semble des gens intéressants, vraiment intéressants, plutôt que les éditorialistes qui disent ce qu'ils pensent. Moi, j'ai toujours été absolument contre cette posture du journaliste qui, parce qu'il est là, et parce qu'il est reconnu, doit avoir un avis sur tout. Et ça, c'est dramatique, à mon avis, parce que la plupart du temps, les journalistes, ils sont spécialisés, donc ils ont un avis sur leur spécialité. Si c'est international, c'est international, la politique, etc. Mais pourquoi ils auraient un avis sur tout? Or, aujourd'hui, on est amené, à cause je le disais tout à l'heure, à cause des chaînes d'infos continues qu'il faut remplir. Ça coûte cher de faire une chaîne de télé, donc pour le remplir pas cher, on fait venir des gens qui parlent. C'est beaucoup plus cher de faire de l'info. Mais faire du commentaire et faire du débat, et notamment de la polémique, ça coûte pas cher. Donc on se retrouve avec des journalistes auxquels on demande d'être non seulement omniscients, mais en plus clivants, c'est-à-dire de dire des choses un peu excessives. Voilà. Il se trouve que pendant 10 ans, j'ai été souvent invité à des trucs comme ça, et j'y allais bien volontiers parce que c'est l'occasion. Pourquoi on y va? Parce que c'est l'occasion de parler de son média. Et quand vous avez un média tout neuf, par exemple, j'étais celui qui a lancé la presse gratuite en France, Métro, et c'est vrai que personne ne m'invitait, sauf ce genre d'émission, parce que voilà, Métro, c'était le journal qui allait tuer la presse. Et donc, j'allais volontiers dans ces émissions. Sauf qu'on me demandait d'avoir de dire des choses voilà, qui étaient clivantes, qui étaient fortes, qui étaient extrémistes, qui étaient... Bon. Or, moi, je ne suis pas un bon client pour ça, c'est-à-dire que je préfère, vous savez, cette fameuse phrase qu'il ne faut jamais dire sur un plateau télé, je pense que c'est plus compliqué que ça. Là, c'est fini, vous avez perdu votre audience, l'audimat s'effondre, etc. Si on dit des choses comme ça. En revanche, si on dit des choses complètement idiotes, mais avec beaucoup d'arrogance, alors là, ça marche. Donc, à la fin, un jour, en janvier, vous le disiez, en janvier 2020, je me suis retrouvé sur LCP en train de discuter, je ne sais pas trop quoi, et on parlait d'environnement, et Greta Thunberg. Je dis, mais oui, d'accord, Greta Thunberg, elle n'est pas omnisciente, et deux, elle n'est pas en position de décider. Elle est en position d'influer, mais elle n'est pas en position de décider. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Bon, je me suis fait massacrer la tête sur Twitter, et donc j'ai dit, bon, j'arrête les bêtises, et quand même ça m'a fait réfléchir, parce que quand même, je réfléchis un peu aussi, et donc je me suis dit, mais pourquoi ça ne marche pas, mes trucs? Et je dis, parce que je suis trop nuancé. Et pourtant, j'ai envie de continuer. Je suis désolé, c'est comme ça que je suis, et donc j'ai travaillé sur cette idée de nuance qui est un peu dans l'air du temps. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques livres qui sont parus là-dessus, il y a eu des dossiers, ça commence à être dans l'air du temps. Attention, la nuance, ce n'est pas le centrisme bené, le en même temps, on met tout le monde d'accord, 15 balles au centre, etc. Hein, ce n'est pas un truc mou, hein, c'est un truc de réflexion. De réflexion et de raison. Je cite longuement Montaigne, on en reparler si vous voulez, et voilà, excusez-moi, c'est une longue réponse pour un... Non, vous dites quelque chose qui est fondamental pour vous, c'est que la nuance, c'est la condition du débat civilisé, et que sans nuance, il n'y a pas de profondeur. Et vous dites quelque chose aussi qui est très intéressant
ce qui est de l'art. Il n'y a pas de peinture sans nuance, il n'y a pas de musique sans art. Il y avait autrefois quelque chose qui s'appelait l'art de l'éloquence, la rhétorique, et qu'on oubliait. Et on admettait qu'il y avait des nuances. Aujourd'hui, ça a disparu. Or, c'est quelque chose que vous présentez comme fondamental et qui est fondamental. Vous pouvez revenir sur là-dessus? Si vous voulez, il y a, pendant des années, pendant des siècles, il y a eu un art du convaincre, la rhétorique. Et puis, il y avait aussi un art du débat. Alors là, l'art du débat, chez les Grecs, ça pouvait être en effet tout un tas de choses selon les règles de la rhétorique, mais aussi selon les règles de la mise en face à face de positions. Et ensuite, pendant le Moyen-Âge, il y a eu ce qu'on appelait le disputatio. Et c'était une manière, notamment à la Sorbonne, de travailler face à face sur un texte. Donc c'est très important parce que chaque mot a son sens. On se met face à face et on travaille sur un sujet sur lequel on est d'accord, l'un et l'autre, de travailler. En l'occurrence, au Moyen-Âge, c'était plutôt des textes sacrés, c'était de la théologie. Mais au moins, on était d'accord là-dessus. Chose qu'aujourd'hui, qui a un peu disparu, parce que déjà, dans beaucoup de débats, ça part dans tous les sens, et c'est pas grave, puisque, de toute façon, ce qui compte, c'est le spectacle. C'est le simulacre du débat. Mais la disputation du Moyen-Âge, il y a le maître, c'est-à-dire celui qui organise la discussion, et puis il y a deux discutants, disons, qui étaient souvent des élèves, mais pas que, hein, des étudiants, qui mettaient face à face un certain nombre d'arguments sur un texte. Et d'ailleurs, un peu après, Montaigne, quand il parle, il a un magnifique de ses essais qui s'appelle « De l'art de conférer ». Qu'est-ce que c'est la conférer? Conférer, c'est mettre ensemble deux visions, mettre face à face, deux visions d'un texte, d'une traduction, d'un sujet. Conférer, on est ensemble pour le faire. Après, en langage moderne, on a traduit ça par converser. Vous voyez? Mais au départ, Montaigne, c'est ça. Et lui, bon, je me sers beaucoup, c'est pas très original pour un Bordelais, vous me direz, bon, mais je me sers beaucoup de Montaigne, moi, ça fait partie de ma lecture de base, et je me suis dit qu'il avait tout compris. Lui dit d'ailleurs, il n'y a rien de pire que de discuter, je suis toujours prêt à discuter, dit-il, et je suis toujours prêt à me confronter à des gens qui pensent tout à fait l'inverse de moi. Ça m'apporte toujours quelque chose, déjà, vous voyez, il est ouvert, on le sait, hein, mais Montaigne, il est ouvert, il dit, oui, allez-y, donnez-moi des arguments qui vont me faire réfléchir, qui vont me faire bouger, qui vont me mettre en danger dans mes certitudes. Ça, c'est intéressant comme approche. Il est ouvert à ça. Et, sauf, il dit, attention, mais il faut suivre des règles. Là, on retrouve les règles de la disputatio du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faut suivre. Ça ne part pas dans tous les sens. On ne fait pas des digressions, on ne fait pas d'attaque à nominem. On ne traite pas l'autre de Hitler dès qu'il n'est pas d'accord avec nous. Ça s'appelle une réduction. En rhétorique, ça s'appelle une réduction. Là, la réduction ad Hitlerum, si on peut dire, c'est ça. C'est-à-dire, dès que tu n'es pas d'accord avec moi, tu es un nazi. Si tu n'es pas un peu d'accord avec moi, tu es un nazi. Ou si tu n'es pas un peu d'accord avec moi, je considère que tu es totalement à l'opposé du spectre. Vous voyez? Donc ça, c'est ne pas suivre les règles. Parce que les vraies règles de la conversation, c'est pas un hasard si j'ai lancé un site qui s'appelle The Conversation. Moi, je suis très intéressé par ça. Mettre ensemble des analyses, pas des commentaires. Les commentaires, il y en a trop. Tout le monde fait des commentaires. Tout le monde donne son avis. Bon. Mais des analyses. Une analyse, c'est quelqu'un qui a un savoir, souvent historique, mais pas que, et qui, avec
une profondeur de champ, va vous expliquer sa vision d'une problématique. C'est ça. C'est ça l'analyse. Partager une analyse, déjà, c'est une bonne base d'une conversation. Et c'est de ça dont il parle, dont parle Montaigne. Montaigne, il considère que la personne en face de lui, si elle a lu les mêmes livres que lui, grosso modo à l'époque, dans les années 1550, etc., il avait lu les classiques, il avait lu les Grecs, il avait lu les Romains, donc on avait les mêmes lectures au départ, et sur un sujet, eh bien, on va avoir les mêmes, disons, même ensemble de références. Et donc, si ça se passe bien, si on échange de manière même quelquefois vive, c'est un Gascon quand même, Montaigne, il aime bien que ça soit un peu, qu'on ne s'endorme pas. Hein. Il n'aime pas du tout les débats qui sont avec des gens tellement arrogants et fiers et sûrs d'eux qu'ils considèrent que il faut pas les remettre en cause. Il y a tout un essai qui est écrit d'ailleurs là-dessus, sur l'arrogance des universitaires. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo à retrouver. Aujourd'hui, il faut redécouvrir tout ça. Justement, si je puis me permettre, 500 ans après Montaigne, oui. Aujourd'hui où le règne de l'émotion l'emporte sur bien des choses et où il est difficile de tragiquer certaines situations, mais les gens, face à leur réaction émotive, et laissent passer l'explication loin derrière, comment aujourd'hui réintroduire la nuance dans un monde qui est entièrement, un monde médiatique j'entends, qui est entièrement dirigé par l'émotion. Alors, en effet, là, ça, vous avez dit le mot clé. Le mot clé, c'est émotion. Qu'est-ce qu'on appelle le débat aujourd'hui? Le débat public. Le débat public, c'est celui qu'on voit à la télé. Et c'est celui qui est ensuite reproduit sous forme de petites pastilles sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est ça le débat public. Pour la plupart des gens, c'est ça. Or, le débat, il y en a partout. Regardez, il y a des débats quand on fait... il y a même une commission nationale du débat public qui organise des débats autour des grands projets, le projet LGV actuellement, etc., comme vous savez, qui sont des projets qui nous tiennent à cœur, ici particulièrement. Enfin, de l'autre côté, mais voilà. Donc, voilà, il y a des débats qui ne sont pas à la télé, mais qui sont des vrais débats. Mais pour nous, pour la plupart du temps, les débats, c'est la télé. La télé, je le répète, comme il faut remplir du temps, avec du pas cher, on fait des débats bien vifs, caricaturaux, dans lesquels on s'envoie des choses désagréables à la figure, parce que ça fait monter la tension. D'ailleurs, vous parlez de match de catch. Voilà, c'est du catch. Sans vouloir faire le pédant, Roland Barthes, il a écrit un truc génial sur le catch. Dans les années 59, il a écrit ça. Et quand j'étais petit, c'est vrai que j'adorais regarder le catch. Catch, il y avait l'Ange Blanc, le Bourreau de Béthune, etc. Aujourd'hui, il y a Hulk Hogan, etc. Et chacun, ils étaient déguisés de manière très particulière. Donc on savait, quand on les voyait, ah, lui c'est un bon, lui c'est un méchant. Et puis, il y avait le pauvre arbitre, quelquefois, qui en prenait une au passage, etc. Et donc, on savait tous que c'était, excuse-moi pour l'expression, c'était bidon, mais c'était un bon spectacle. Aujourd'hui, quand vous avez le patron de Figaro Magazine qui tape sur, je sais pas, Rodia Diallo ou n'importe quoi, ou quand une ultra-féministe va taper sur une ultra-catholique, vous allez avoir le même truc, c'est-à-dire du catch. Ah oui, c'est bon, ça saigne. Mais ça saigne pas vraiment. Je le sais parce que je le racontais l'autre jour. J'étais interviewé par Télérama qui a fait un papier là-dessus sur ce qui se passe. On se fait maquiller avant les débats. Alors, salut, ça va et tout. Un jour, il y avait Mélenchon, j'étais dans l'émission, il y avait Mélenchon. Pendant longtemps, j'étais à métro, donc je faisais pas vraiment. J'essayais d'être toujours un peu au centre, etc. Et puis après, je suis revenu à Libé, le journal que j'avais commencé dans les années 80. Et donc en 2007, je me retrouve à Libé. Alors Mélenchon, il me dit bah, tu fais la gauche alors maintenant. Voilà, je vais faire la gauche. Parce qu'il était à Libé. Donc voilà, et puis on rentre,
se met à se taper dessus. Moi, ça me... L'autre jour, Marianne a organisé un débat, pour parler de mon livre, m'a organisé un débat contre Elisabeth Lévy. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Lévy, je la connais depuis qu'elle est toute petite. Donc avant, on arrive à Marianne Télé, on se raconte des trucs, ça va, toi, machin et tout, ouais, ça marche bien. Et puis on commence, paf, la vidéo commence, et elle commence à m'agresser, mais alors, vous savez, une entrée en mêlée très violente. J'avais les oreilles à chou-fleur, le coup de boule et tout. Et puis après, on discute. Et donc, c'est ça. Le catch. D'ailleurs, vous avez défini quelque chose qui définit bien ça, c'est, vous dites que l'opinion et les médias ont fabriqué le bon client. Voilà. C'est-à-dire celui qui passe bien, quoi qu'il dise, il dit n'importe quoi, il passe bien et la polémique fait mouche dès qu'il ouvre la bouche. Elle c'est un bon client, une bonne cliente. Moi, je suis un mauvais client. Bon, c'est la vie. Bon. Donc, l'émotion. Pourquoi l'émotion est si importante? Je vous rappelle que dans le monde des médias, on peut s'amuser à dire qu'il y a plein de médias, machin. En fait, il y a les GAFA qui font la loi. Google, Apple, Facebook, etc. Twitter, tout ça. C'est ça, c'est là où ça se passe. Hein. Ça, c'est 80% des revenus publicitaires mondiaux des médias. D'accord? Donc on a beau dire, oui, le monde, on est content, je suis Société des lecteurs du monde, on est content parce qu'on a bien progressé. Oui, c'est bien, mais c'est tout petit par rapport à Google et Facebook. D'accord? Ces gens-là, ils travaillent sur des algorithmes, comme on dit, très compliqués, qui mesurent l'attention, c'est-à-dire la capacité d'une petite vidéo sur Twitter, etc., à retenir notre attention pendant plus de quelques secondes. Je vous rappelle que la génération dite génération des millennials a une attention moyenne de 9 secondes. C'est-à-dire toutes les 9 secondes, il faut qu'ils zappent. Donc il faut arriver à attraper des gens pour les 9 secondes. Comment on attrape l'attention en 9 secondes? C'est pas en disant, écoutez, je vais vous faire une synthèse, quelque chose d'équilibré, c'est plus compliqué que ça, et tout ça. Vous dites que c'est plus compliqué que ça, fini. Donc vous dites, vous jouez sur l'émotion. Il y a le bon, il y a le méchant. C'est ça, l'émotion, ça fabrique de l'attention. Et l'attention, ça fabrique, retenez ça parce que c'est l'essentiel du truc, des médias aujourd'hui. L'émotion, ça fabrique de l'attention, ça fabrique des revenus publicitaires. Pour les gros médias numériques. Point barre. Le système est aussi simple que ça. Donc si vous essayez de mettre... Alors, bien sûr, on peut toujours mettre des petits chats et tout ça, mais si vous voulez mettre autre chose que des petits chats, et mettre par exemple du débat politique, ben, il faut mettre du débat politique qui saigne, ou plutôt qui a l'air, comme je dis, qui a l'air de saigner, le simulacre. Oh là, il y a eu un clash, il s'est fait bâcher sur Twitter, voilà, il y a du bashing, tout ça c'est des choses qui sont violentes. Hein. Donc moi je dis, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut peut-être calmer le jeu, et le but de mon livre c'est d'essayer de... Là où je suis, hein, c'est-à-dire je suis un expert juste en médias, mais d'essayer de refabriquer de la conversation. En se disant que la conversation, ça peut avoir de l'audience. Exemple, modeste. Mon site, c'est pas pour parler de ce que je fais, mon site s'appelle The Conversation France, qui fabrique tous les jours une quinzaine d'articles d'universitaires réécrits pour être bien accessibles. Eh bien, on arrive à avoir 10 millions de pages vues par mois. Ce qui est très bien pour ce genre de choses. Évidemment, c'est pas des chiffres extraordinaires par rapport à Facebook, mais vous voyez, donc ça montre bien que
il y a un public aujourd'hui qui s'intéresse et qui a envie d'analyse et de conversation de bonne tenue. Voilà. Oui, alors la nuance peut-elle résister face à l'arrogance politique, face à la violence radicale qui s'épanouit dans les médias? Oui, moi je pense que oui, c'est-à-dire c'est un pari évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des lieux, il y a des espaces pour avoir de l'analyse construite. Et pas uniquement... parce que quand on y réfléchit, et pas uniquement dans les revues, quoi, vous voyez. Quand on y réfléchit, regardez, de plus en plus à la télévision, il y a des émissions plus calmes. C'est politique le dimanche, etc. C'est-à-dire des émissions dans lesquelles les gens ont le temps d'expliquer ce qu'ils pensent. Et si les chaînes ont décidé de faire ça, et c'est des grandes chaînes, parce que finalement, les chaînes dont on parle tout le temps, c'est les chaînes d'info continue, mais ça fait des petites parts de marché par rapport aux très grandes chaînes généralistes. Vous voyez? Donc si les chaînes généralistes ont décidé de se mettre à faire des émissions plus calmes dans lesquelles les gens ont le temps de parler et ensuite ont le temps de répondre, ça montre bien qu'il y a, et de répondre sans s'attaquer à l'autre, mais en discutant de ce qu'il a dit, juste de ce qu'il a dit, des idées qu'il a développées, des analyses qu'il a développées. Je pense que c'est encourageant. Moi, je suis optimiste, donc je pense que ça vaut le coup de le défendre, en tout cas. Et ça vaut le coup aussi d'éteindre le son d'un certain nombre de débats. Bon, je sais bien qu'il y a... D'ailleurs, la meilleure preuve que c'est du catch, c'est que faites ça. Vous allez voir Pro ou je ne sais pas pourquoi, et vous coupez le son. Coupez le son. Et ça se regarde très bien sans le son. On connaît les gens, on sait ce qu'ils vont dire, et ils sont tous en train de faire des gestes qui disent qui disent les 3 ou 4 idées qu'ils défendent toujours. Donc vous avez les yeux au ciel, les épaules levées, l'espèce voilà, toute une mimique de catch qui montre bien que c'est pas intéressant. Donc il faut peut-être aller ailleurs. D'ailleurs, ça rejoint ce que vous dites, quand vous dites que l'ironie peut être une réponse de nature d'introduire la nuance. Vous avez d'ailleurs écrit quelque chose sur l'ironie. Parlez-nous de l'ironie. Écoutez, l'ironie, c'est tout à fait différent du cynisme. L'ironie, c'est de se mettre d'avoir un pas de côté pour poser des questions. Le premier ironiste, si on peut dire ça, c'est Socrate, qui n'arrête pas de poser des questions. D'ailleurs, il est pénible, Socrate. D'ailleurs, les gens qui n'aiment pas lui disent, parce qu'en plus il fait semblant. Vous voyez, Socrate, il dit, je ne suis pas très intelligent, explique-moi s'il te plaît pourquoi tu dis ça, et tout ça. Alors, les gens tombent dans le panneau, même s'ils ne tombent pas dans le panneau, ils sont bien obligés de répondre, donc ils répondent, et puis ils relancent, et puis ils relancent, et ils relancent. Et bon, à la fin, c'est lui qui gagne. Hein. C'est génial avec Socrate, à la fin, c'est lui qui gagne toujours. Mais il gagne comment? Il gagne en posant des questions. Et c'est ça l'ironie. C'est l'irène en grec, c'est ça. C'est-à-dire une position qui est une position de questionnement calme, souriant, face aux arrogants qui nous entourent. Il y a des arrogants partout. Hein. On est un temps d'arrogance. Face à l'arrogance, on peut évidemment envoyer des grosses insultes, parce que ça fait du bien quelquefois, je suis d'accord. Mais on peut aussi juste baisser d'un ton et poser une question. Ah, c'est intéressant ce que vous dites là. Vous pourriez développer votre chiffre là, vous l'avez trouvé où? Combien de fois, c'est évident d'ailleurs, combien de fois cette simple question? Ah oui, c'est intéressant, c'est quoi votre source? Hein, en ce moment, on a, c'est pas pour parler politique, mais on a un des candidats que je ne nommerai pas,
qui est fabriqué par la télé et qui est fabriqué par de la polémique. Il suffit qu'on lui pose une question simple du genre « donnez-nous un exemple » ou « donnez-nous vos sources » et qu'on repose la question après. Pas juste qu'on fasse une question comme ça et qu'on passe à autre chose. Parce que ça, c'est trop facile. Mais on lui pose la question, et s'il ne répond pas, on lui repose. Et la troisième fois, il est clair que la source, il ne l'a pas. C'est juste un mouvement de manche. C'est un effet. Et donc, ce genre d'attitude ironique, parce qu'il n'y a pas besoin d'être agressif. Je fais une bonne transition avec notre ami. Il n'y a pas besoin d'être agressif. Il faut juste être calme et poser la question. C'est le principe de l'art martial. L'art martial, c'est de se servir de l'énergie de l'autre, et Dieu sait si dans ce débat, il y en a de l'énergie, pour accompagner, moi je suis plutôt tai chi et kung fu, on accompagne, et son énergie lui fait se casser la figure tout seul. Et c'est, à mon avis, c'est ça, c'est un des lieux, un des moyens de travailler là-dessus. Alors pour conclure, est-ce que vous voyez le moyen de réintroduire le temps de la nuance dans un monde qui a beaucoup changé, qui est dominé par l'émotivité, par l'immédiateté, par une jeunesse, le culte de l'image beaucoup plus que celle de l'écrit? Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez les choses? Il faut le temps de la nuance, mais le débat médiatique a-t-il le temps d'avoir le temps? Oui, je pense. Il va y avoir des endroits un peu partout dans les médias qui vont apparaître et qui vont mettre en avant des moments un peu apaisés. Et puis surtout, on a été au bout, je pense, ça c'est, là pour le coup c'est une analyse, je pense qu'on a été au bout du n'importe quoi. C'est-à-dire, un certain nombre de citoyens se disent aujourd'hui, attends, vous savez, cette impression de dire, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a tant d'universitaires, moi j'ai 7000 universitaires français qui écrivent pour The Conversation. Pourquoi ils écrivent, les universitaires, dans The Conversation, un média gratuit où ils ne sont pas payés? Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre d'entendre n'importe quoi sur les sujets. Sur leur sujet. Imaginez un spécialiste des prud'hommes qui travaille sur les prud'hommes depuis 25 ans. Et pendant le débat sur la loi travail, qui entendait n'importe quoi crier très fort sur contre la loi travail, je m'en fiche, mais c'était n'importe quoi. Combien de fois vous-même vous vous êtes pas dit mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit en regardant le truc, mais c'est n'importe quoi, pourquoi il dit ça? Mais ça n'a aucun sens. Et donc je pense que là on est arrivé au bout de quelque chose qui est du non-argument, de la non-raison. C'est juste. C'est plus acceptable. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen moderne, c'est un citoyen qui est de plus en plus branché sur tout un tas de sources. C'est un zappeur, on dit c'est un zappeur, oui, mais c'est un citoyen qui va chercher les sources un peu partout et qui n'accepte plus qu'on lui dise n'importe quoi. Donc c'est là-dessus, à mon avis, que ça peut se jouer. Donc, pas que l'espoir. Donc, on va parler maintenant du livre de Bruno Fellini, Petit dictionnaire des injures en politique. Et c'est quelque chose de vaste, puisque ça embrasse une période qui va de la Révolution française à nos jours. Vous avez conduit cet ouvrage avec une équipe, donc en embrassant toutes les sources qui s'étendent sur 200 ans. Donc, les publications parlementaires, les pamphlets, les différentes sources possibles. Mais tout ça, on se rend compte que ça venait avec la Révolution. Parce que la Révolution met comme base que le débat démocratique a besoin de la publicité. Et a besoin de la publicité au sens de la publication. Et donc, comment vous
vous est venue l'idée d'explorer, de la Révolution à nos jours, cette immense masse de documents qui débouchent sur, au coin d'un débat, l'injure politique qui s'ouvre et qui met en face un injurié et un injurieur, dont le rôle est souvent ambivalent et inversé. Oui. Bien, bonsoir à tous. Alors d'abord, je veux vous rassurer, on va nuancer le propos, c'est-à-dire que de même que Didier Bourguerie a défendu la nuance, je vais défendre la nuance dans le débat public. C'est-à-dire que je ne suis pas le promoteur de l'injure et je n'encourage pas les gens à insulter. Ce que j'ai voulu effectivement faire à la tête de cette équipe, car c'est un travail effectivement qui était par nature collégial, c'était de rassembler les injures politiques les plus marquantes. Et pourquoi à partir de 1789? Parce que c'est le moment où, effectivement, il y a des débats qui sont publiés, et c'est le moment aussi à partir duquel il y a une certaine liberté de ton. Et d'ailleurs, il y a eu quelques périodes, depuis 1789, où la censure a frappé, pendant les deux empires en particulier, sous l'occupation. Eh bien, à partir du moment où vous avez de la censure, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'avez plus d'injures politiques. Vous pouvez avoir des textes menaçants, vous pouvez avoir des textes un peu inquiétant, mais vous n'avez plus l'injure politique avec justement ce côté un peu réciproque, réflexif, des duellistes qui s'affrontent. Pour qu'il y ait un duel, eh bien, il faut que le duel soit, sinon autorisé, du moins toléré. Et donc c'est à partir de 1789 qu'on commence à assister à de véritables débats contradictoires entre des hommes qui peuvent avoir des éléments de formation communs, exactement ce que vous indiquiez déjà du temps de Montaigne, et a fortiori, les hommes de la Révolution française sont nourris de références antiques, et puis ce sont tous des lecteurs de Rousseau et des Lumières. Et donc ces hommes-là partagent une certaine culture, mais n'en tirent pas forcément les mêmes conclusions. Et à partir de là, vont s'affronter, alors des fois avec, comment dirais-je, beaucoup de hauteur, un peu d'emphase, et des fois de façon beaucoup plus directe. Donc, à partir de là, évidemment, on ne commence pas par constituer un dictionnaire des injures politiques. J'ai travaillé, et les autres contributeurs du livre, nous avons tous travaillé à un degré ou à un autre sur des débats politiques, et parfois même des débats politiques de haute volée. Si on regarde, je ne sais pas moi, j'ai fait un docu-fiction sur les débats qui ont amené à la loi de 1905 sur la laïcité. Ce qui est frappant, c'est que dans tout ce débat, 48 séances à la Chambre des députés, plus de 1000 pages de journal officiel, on ne s'insulte pas. Dieu sait pourtant, si j'ose dire, à quel point les positions sont antagonistes, à quel point on s'oppose argument contre argument, mais on le fait respectueusement. Il n'y a pas d'éclat dans ce débat-là. Il y en a eu dans d'autres débats, je ne veux pas idéaliser, mais il y a une tradition pendant longtemps de, comment dirais-je, que j'appellerais la controverse, alors qui n'est pas la conversation, c'est autre chose, c'est quand même une bataille, c'est quand même un duel, mais on se bat à coups d'arguments. Et puis parfois, oui, ça dérape. Je dirais que souvent l'injure, et surtout l'injure grossière, trahit en fait la faiblesse de la personne qui profère l'injure. C'est intéressant de faire référence effectivement au canon, à la dernière raison. La violence, c'est toujours la dernière raison. Quand on n'a plus de bonnes raisons, quand on n'a plus d'arguments, quand on ne trouve pas les mots pour défendre une position, il reste la violence. Et souvent la violence trahit la peur. C'est-à-dire que quand on insulte quelqu'un, c'est que tout à coup il devient effrayant. Ses idées deviennent effrayantes. Je n'arrive pas à les contrecarrer. Donc je vais finalement ouvrir un autre front qui ne relève plus de la conversation. Alors, si ce livre, nous sommes 19 à l'avoir constitué, des historiens pour les parties effectivement, je dirais, non contemporaines, des journalistes pour la vie politique plus contemporaine, chacun étant plus ou moins spécialiste d'une période, voire d'une famille politique dans une période, et mon travail, ça a été, outre ce que j'ai pu glaner moi-même, de rassembler tout ça. Si ça avait été juste un dictionnaire de tous les gros mots qu'on peut s'échanger dans un débat politique, ordure, salaud, pourri, enfoiré, ça n'aurait pas fait un livre très passionnant. Je ne vous le cache pas et je ne serais pas bien fier de vous présenter un tel livre ce soir. Mais justement, on a fait autrement. D'une part, les injures un peu rudimentaires, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et en fait, elles sont assez rares en politique. Et elles trahissent vraiment une défaite complète de la personne
personnes qui proféreraient de telles injures. En général, les injures politiques, ce sont des injures nuancées. Et vous parliez de l'ironie. Il y en a une qui me vient spontanément à l'esprit au moment de la Révolution française. Vous avez Talleyrand qui voit arriver Mirabeau, politicien un peu charismatique, un peu méridional, qui arrive, qui ouvre grand les bras, qui se précipite vers lui. Et Talleyrand lui réplique simplement, mais publiquement, ne m'embrassez pas, vous allez m'enfermer dans un cercle vicieux. C'est très correct, c'est très bien dit, mais quelle gifle, quelle gifle. Alors, faisons confiance à Mirabeau qui saura répliquer plus tard à propos de Talleyrand, je vous dis de mémoire à quelques virgules près. Monsieur Talleyrand Delors vendrait son âme, et il aurait raison, car il troquerait son fumier pour Delors. C'est merveilleux, là aussi c'est une réplique de théâtre, c'est très enlevé, et on voit bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on peut s'insulter avec beaucoup de brio, avec beaucoup de chic, on peut faire des insultes à double détente, et même le fin du débat, c'est quand deux débatteurs qui s'apprécient vont s'envoyer une méchanceté à la figure, mais avec un petit sourire. C'est-à-dire qu'on reste dans quelque chose de commun. Je pense à un débat très célèbre qui a opposé Georges Jaurès à Georges Clemenceau, et qui est un débat passionnant parce que c'est sur fond de grande grève. Clemenceau est ministre de l'Intérieur, il a envoyé les troupes contre les ouvriers. Jaurès, le leader des socialistes évidemment, et donc l'attaque. Et il y a un débat qui va courir sur plusieurs jours de séance et qui renvoie un petit peu au rôle de l'individu et du groupe dans la société, de la responsabilité. Enfin, c'est un débat philosophiquement passionnant. Mais dans ce débat, il y a aussi des petites piques, des petites vacheries. À un moment, Clemenceau, par exemple, prend à témoin tout le monde dans Monsieur Jaurès. Si un jour vous deveniez à votre tour ministre de l'Intérieur, un malheur est si vite arrivé, vous voyez, essayez de mettre les rieurs de son côté. À un moment, Jaurès parle du socialisme avec peut-être une petite emphase de professeur de philosophie. Évidemment, Clemenceau en profite en lui disant vous n'êtes pas le socialisme à vous tout seul, vous n'êtes pas le bon Dieu. Jaurès réplique, vous n'êtes même pas le diable. Et l'autre lui dit, vous n'en savez rien. L'esprit d'à propos également, qui peut dans certains cas surprendre, gifler l'adversaire. Ça, c'est l'injure noble, si je puis dire, et c'est sur des injures un peu à fleurs et mouchetées qui pimentent le débat. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à sauver dans l'injure politique, c'est dans sa capacité à lancer, relancer, alimenter le débat. Et donc je distingue absolument, bien sûr, et on a été très attentif à ça avec les différents auteurs, je distingue totalement l'injure d'abord de la diffamation et puis de l'appel au meurtre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent quand on parle d'injure, on pense à des pamphlets, à des textes, en particulier pendant l'affaire Dreyfus, pendant les années 30, qui allaient bien au-delà de l'injure. Un homme comme Léon Blum s'est fait traiter de lévrier hébreu, de jument palestinienne. On expliquait que, Maurras en particulier, que c'était un homme à fusiller mais dans le dos, qu'il fallait avoir un couteau de cuisine sous la main pour l'achever. Enfin bon, là, on n'est plus dans l'injure, on est dans un registre différent. Là, c'est la menace, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc voilà, le projet de ce dictionnaire, c'était de rassembler les injures, je dirais, les plus spirituelles, les plus révélatrices d'un contexte, de les distinguer d'autres choses qui sont la diffamation, qui sont la menace de mort, parfois d'ailleurs suivie des faits. Et puis, c'était aussi, finalement, de réfléchir sur le caractère, démocratique de l'injure. Aujourd'hui, vous parliez de débats caricaturaux, il y a quelque chose qui, moi, me frappe dans certaines prises de parole politiques et qui coïncide un peu avec ce que vous décrivez dans le match de catch, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on considère qu'une communication réussie, c'est une communication très maîtrisée et donc un monologue. Au fond, on va dire, ah oui, il a très très bien réussi son discours parce que c'est quelque chose de complètement clos, qui n'offre pas prise à la contradiction. Et on en meurt. C'est-à-dire qu'on peut faire un très beau numéro avec brio, un très beau monologue. Oui, mais ça ne reste qu'un monologue. Et moi, ce que j'aime dans les débats historiques, c'est que, bien sûr, vous avez des grands orateurs. Quand Victor Hugo s'exprime sur la loi Fallou en 1850, je vous assure que c'est un discours magnifique. Mais il fait ce discours en ayant écouté les arguments
des autres orateurs qui défendent cette loi, il les combat, et puis il va lui-même être combattu. Ces hommes-là s'écoutent. Ce ne sont pas des monologues, ce sont des discours qui sont des, comment dirais-je, des contributions à un débat qui font partie d'un combat. Mais dans ce combat, on n'est pas tout seul dans sa cloison. Et c'est vrai que le match de catch, c'est le contraire de ça. Chacun a un rôle, ne peut pas évoluer, incarne un personnage caricatural, n'est pas du tout à l'écoute des autres arguments. C'est là où, aujourd'hui, au fond, les injures politiques même deviennent assez rares. Parce que justement, assez vite, les hommes politiques, et surtout ceux qui les conseillent, ont compris qu'aujourd'hui, dans le règne de la communication, celui qui injurie, souvent, est celui qui se discrédite. On va considérer qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Et c'est pourquoi, quand je fais une nouvelle édition, ce qui est le cas de ce dictionnaire des injures, au fond, les injures récentes sont peu nombreuses et assez brèves. Souvent, c'est plus des petites vacheries. Effectivement, le petit tweet, il y a des choses réjouissantes, des choses rigolotes, des choses bien ajustées. Mais le fond du discours politique majoritaire aujourd'hui, c'est plutôt une succession de monologues, et donc ça laisse peu de place à ces petites étincelles qui, dans certains cas, peuvent, comment dirais-je, illuminer un débat. Voilà, Jean. Non, c'est très bien. Ce qu'on voit, c'est que vous l'avez dit, à cause de la censure, certaines choses, des époques qui sont pauvres en relation de l'injure politique. Et la Troisième République et la période de l'âge d'or, si j'ose dire, puisqu'avec la liberté de la presse, la publication ex nihilo des débats, on arrive à quelque chose où tout est dit et tout peut être dit. Et on se rend compte, quand on lit votre livre et qu'on relève certaines citations, qu'il y a des personnages qui attirent l'injure, des personnages qui sont bons dans l'injure, et qu'il y a des thèmes comme ça. Il y a l'antisémitisme, qui est un thème récurrent. Et je ne résiste pas à vous citer, quelque chose sur Bloom, mais il y a quelque chose d'encore plus... le pire jamais loin. Bloom, c'est le bruit que font 12 balles françaises entrant dans la peau d'un traître. Et ça, c'est Xavier Vallat qui dit ça à propos de Léon Blum. L'antisémitisme dans l'injure politique. L'antisémitisme, évidemment, a été très présent d'abord pendant l'affaire Dreyfus. On oublie à quel point les débats et les pamphlets ont été violents pendant l'affaire Dreyfus, qui dure tout de même 12 ans. Et même quand l'affaire est globalement réglée, vous avez des milieux antisémites qui considèrent que Dreyfus était coupable de toute façon et que si on l'a innocenté, c'est par l'action, la théorie du complot, par l'action du syndicat juif qui, ayant arrosé tout le monde, a obtenu que le traître soit finalement lavé de sa trahison. Et puis ça va rebondir après, pendant les années 30 en particulier, et ça va déboucher sur ce que vous savez sous l'occupation. Donc c'est une thématique qui n'est pas du tout anecdotique dans le débat public, et en particulier sous la Troisième République. Alors, il y a l'antisémitisme, et puis il y a l'expression d'antisémitisme. Et puis l'antisémitisme va se cristalliser sur quelques personnes. Alors c'est vrai que Blum, il est intéressant pour les pamphlétaires antisémites, parce qu'il incarne vraiment tout ce qu'ils détestent, c'est-à-dire non seulement le juif, mais aussi l'homme de gauche, le socialiste, et puis l'intellectuel, celui qui écrit, celui qui pense, qui fait des critiques littéraires dans des revues mystérieuses, etc. etc. C'est-à-dire que là, il va vraiment cumuler. Il va être insulté de toutes sortes. Alors, j'ai cité des injures qui l'animalisent. Blum, comme Jaurès, on va le féminiser aussi. Comme il n'a pas une voix de stentor, comme ce n'est pas un orateur au sens classique de la Troisième République, on va parler de Mamselle Blum, de la petite ghetto. Il va y avoir, et ce genre de choses, on va les retrouver aussi dans les caricatures dessinées. Donc il va y avoir une féminisation. Et ça, c'est une technique assez classique de l'injure, de transformer un homme en femme, une femme en homme, de vous mutiler d'une manière ou d'une autre, même si c'est tout à fait symbolique. Blum va être aussi, et ça on l'a oublié, attaqué sur sa gauche. C'est-à-dire que l'antisémitisme est évidemment très très fort dans les milieux nationalistes, mais avant la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas absent non plus de certains milieux de gauche. Et puis enfin, il va y avoir les rivalités qui existent de toute façon, indépendamment de la question antisémite, entre communistes et socialistes, entre socialistes et radicaux, et là aussi, ça va donner lieu à
ces injures antisémites de la Troisième République doivent aussi nous faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, souvent, c'est par ignorance que des commentateurs disent « Oh là là, qu'est-ce que le débat public est violent ?» Le débat public a été infiniment plus violent à d'autres périodes de notre histoire. Et je vous disais, nous pouvons glisser vraiment jusqu'à l'appel au meurtre. Heureusement, on n'en est pas là, ou très rarement. On a parfois des sorties un peu empreintes de racisme ou de machisme, ou bon, des choses qui sont critiquables, mais rien à voir avec la violence absolue de ces pamphlets. Alors après, il faut voir, la loi de 1881 sur la presse, au départ, vraiment était une loi de libéralisation totale, donc tout était permis, y compris ce type d'attaque. Là, il y a une législation qui est venue quand même rectifier un petit peu, ou limiter un petit peu ce genre de choses. Et puis, il y a un aspect à prendre en compte aussi, c'est la féminisation de la vie politique à partir de 1945, c'est-à-dire que les polémistes, les pamphlétaires se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus difficile d'insulter une femme. Parce que ça vous met dans une position compliquée, etc. Et du coup, ça a beaucoup adouci le débat public. Mais c'est vrai que dans les années 1890, 1900 et dans les années 30, vous prenez les journaux d'opinion de l'époque, c'est incendiaire. Soyons justes, les anti-Dreyfusards étaient violents et méchants, les Dreyfusards avaient aussi des pamphlétaires remarquables. Quelqu'un comme Laurent Taillade a laissé des textes absolument ahurissants qui aujourd'hui vous conduiraient devant les tribunaux contre les différentes têtes du nationalisme de l'époque. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y a pas les débats télévisés que vous décriviez. Par contre, il y a une presse imprimée qui a une diffusion très très large. Le seul petit journal dépasse le million d'exemplaires dès le début de la Troisième République, et puis partout, la petite Gironde, enfin partout, on a des grands journaux nationaux, des grands journaux locaux, des océans de papier. Tout homme politique a son journal, et il faut bien remplir les colonnes. Et c'est vrai que dans cette période-là, la profession de journaliste, c'est beaucoup une profession de pamphlétaire. On passe peu de temps à vérifier les faits, on noircit du papier, on attaque l'adversaire, on l'attaque à tout point de vue, y compris sur sa vie privée, sexuelle, tout ce qu'on veut, et on fait de belles formules. Ce sont aussi, bon, quoi qu'on en pense, ce sont des hommes cultivés. Alors, le mystère, c'est comment des hommes qui ont été, je dirais, nourris au lait de l'humanisme, qui vont avoir des connaissances presque inimaginables en littérature, en philosophie, en sciences, en histoire, etc., vont se défouler littéralement en publiant des textes stupéfiants. Ça, c'est vraiment curieux. Il faut voir aussi qu'à cette époque, il y avait une espèce de confraternité. C'est-à-dire que, de même que dans le salon de maquillage de l'émission de débat, des gens qui viennent de se taper dessus vont se dire eh bien, de la même façon, à Paris, dans le quartier du Croissant, qui était le quartier de la presse, des gens qui s'insultaient à mort dans les colonnes d'un journal pouvaient ensuite se croiser dans un même café, et sans se taper dessus particulièrement. C'était leur métier, c'était l'usage. Usage simplement tempéré par la pratique du duel. Alors là, le duel à l'épée, sachant que certains duels étaient plutôt des duels mondains, des façons de laver un affront, et que rarement ces duels se soldaient par mort d'homme. Mais il y avait aussi cet aspect-là dans le combat politique d'avant-guerre. Alors tout ça, évidemment, ça paraît invraisemblable, anachronique. Il en reste des injures qui sont assez bien ciselées et assez différentes de celles d'aujourd'hui, en particulier par leur longueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il viendrait à l'idée, je pense à aucun homme politique, d'écrire un texte de plusieurs pages, plusieurs dizaines de pages, uniquement pour dire du mal de son adversaire. Alors que c'était plutôt bien vu, et c'était même une sorte d'exercice de style assez prisé. Il y a, comme vous le dites, il n'y avait pas de femmes élues ni votantes sous la Troisième République, donc on dirait qu'il y a une misogynie qu'on va retrouver bien plus tard dans la Cinquième. Il y a pas mal d'exemples que vous citez de phrases misogynes. Mais je ne reste pas à citer cette personne sous la Troisième République qui, au moment où vient la discussion sur l'éligibilité des femmes et l'élection des femmes, n'ajoutons pas le suffrage des incompétents à celui des incompétents. Donc ça, c'est pour finir avec la Troisième République, où on voit d'ailleurs qu'il y a des têtes de Turcs. Parce que Aristide Briand, par exemple, qui est un grand pour son grade, et sous toutes les formes possibles,
Clémenceau dit de lui, même avec un pied dans la tombe, il m'en restera un pour botter les fesses de ce voyou. La 4e République, les femmes arrivent, en tant qu'électrices et qu'élues, et à la fin de la 4e République, début 5e, arrive aussi la télévision, qui va renouveler le genre, élargir le genre de l'expression. Je voulais prendre congé de la 4e République avec une phrase de Gaulle qui fait de l'ironie, plus que de l'injure, que vous citez, à propos de Mendès France. Il dit je l'ai connu aviateur, d'ailleurs très courageux, mais tout à fait entre nous, sa spécialité c'est le rasement. Donc on arrive en pleine 5e République, et là la télévision ouvre le robinet de l'injure, on va bien plus loin que en termes de recension possible, on va plus loin que le journal des débats. Alors la télévision, elle apporte quoi? C'est par rapport à l'injure politique, où on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la nuance, entre l'écrit et l'image, il se passe quoi? Déjà, la télévision véhicule ce qu'on appelle le non-verbal. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un pamphlétaire, vous n'avez accès qu'à son expression. À la télévision, vous allez voir les gestes, les mouvements de visage, de sourcils, les mouvements d'impatience, les mouvements du corps, etc. Donc il va y avoir déjà des attitudes qui effectivement laissent beaucoup plus de place à l'émotion qu'à l'idée, qu'à l'interprétation de l'idée du fond. Ensuite, bien sûr, la télévision va toucher massivement le public. Et on sait bien que dans certains débats du second tour, la petite phrase bien ajustée sur le monopole du cœur ou sur l'homme du passé et du passif ont pu valoir un certain nombre de points. Est-ce qu'elles ont suffi à faire l'élection? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont été marquantes. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui font maintenant partie littéralement de notre patrimoine politique, même si c'est tout à fait immatériel, parce qu'elles ont été télévisées à des moments cruciaux où les 3/4 de la France étaient devant son écran et que ça fait partie vraiment de la mémoire collective, si vous voulez. Donc la télévision a cet aspect un peu de rouleau compresseur, a cet aspect massif. Alors, l'a-t-elle toujours autant maintenant qu'il y a une prolifération de canaux, prolifération de chaînes, nouveaux types de médias, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose d'un peu marquant, comme tous ces médias se copient, et sans doute ont-ils peur effectivement de perdre des recettes publicitaires, donc vous remarquerez si vous zappez que généralement vous avez des émissions politiques à la même heure sur les différents médias et que vous avez à peu près les mêmes sujets qui sont traités à peu près dans le même créneau horaire sur les différentes chaînes d'information. Dans un système rationnel, on se dirait bon, il en faut pour tous les goûts, sur une chaîne on mettrait l'émission politique là, et puis sur une autre là, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc tous ces médias s'observent, se copient, et c'est vrai que s'il y a une petite phrase qui fait mouche, une petite méchanceté, ou une expression qui fait scandale, elle va immédiatement se répercuter partout. Ça veut dire qu'il y a une accélération aussi. Et puis, comme on est sur des formats extrêmement courts, d'abord ça a tué les pamphlétaires. Hein, on n'avait plus vraiment de pamphlétaire, parce qu'un pamphlétaire, c'est quelqu'un qui a le verbe ample, n'avait pas le temps de faire quelque chose de ample. En revanche, ça peut saisir au vol une petite phrase, une petite cochonnerie, et lui donner des proportions incroyables, au risque des fois d'ailleurs de la sortir de son contexte, et de rendre encore plus odieux quelque chose qui à la limite aurait pu passer si c'était restitué dans son contexte. Ce qui veut dire que, au fond, évidemment, tous les politiques maintenant ont envie, et je dirais même besoin, de passer à la télévision, même à la radio. Les radios d'ailleurs sont filmées, hein, les radios sont devenues des petites télévisions, et puis on compte leurs reprises sur les réseaux, etc. Mais en fait, c'est un jeu extrêmement dangereux, parce qu'au fond, vous allez être jugé, estimé, pas du tout pour votre programme, pas du tout pour le fond de vos propos, mais sur la forme et éventuellement tout ce qui va être en dehors de la forme, tout le moindre glissement, le moindre mot malheureux, vous rend vulnérable. Donc c'est un exercice complètement différent de celui du grand orateur, du tribun qui monte à la tribune pour, à la Clémenceau, faire le tombeur de ministère. Hein. Et on voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, les débats dont nous parlons sont des débats télévisés, beaucoup plus que des débats dans des enceintes parlementaires ou dans des enceintes officielles en quelque sorte. Donc ça a
beaucoup changé. Et puis ça a donné un pouvoir important, évidemment, aux journalistes. C'est-à-dire le pamphlétaire est mort. En revanche, le présentateur, et plus encore l'organisateur de débat qui va essayer de pousser un petit peu à la faute ses invités pour faire du spectacle, là, se trouve valorisé. Moi, ce qui me frappe dans les débats politiques télévisés, c'est à quel point comment dirais-je, est surévalué, surreprésenté l'importance du journaliste. Au fond, on en arrive à considérer que le journaliste a plus d'importance que les compétiteurs, que les débatteurs. Et donc, il y a quelque chose qui m'a frappé dans les citations, enfin, que j'ai relevé certaines, autour de la misogynie, qui est malgré tout un thème important dans le monde politique, qui est un monde qui a gardé des réflexes masculins, où la femme est un point d'attaque ou vécue comme une anti-référence. Par exemple, la personne que je cite n'est pas forcément recommandable, mais bon. J'ai toujours aimé les cantinières, dit Jean-Marie Le Pen à propos de Michel Allemagne. Un autre, d'un autre bord. Après la bombe atomique, il reste une circonstance. Après la bombe atomique, il restera les cafards et Marie-Noël Lindemann, dit Jean-Luc Mélenchon à propos de la précédente. Un autre, Marine Le Pen, dit à propos de Jean-Luc Mélenchon, Berger la bergère, vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique. Tous les combats que vous menez ont 30 ans de retard. Et Nicolas Sarkozy disant à propos de Laurence Parisot, oh, pas cette conne, elle n'a même pas été capable de rassembler les patrons pour moi. Et enfin, Hubert Védrine à propos de sa collègue Ségolène Royal, on peut certainement conserver Ségolène Royal comme ambassadrice des pôles à condition de la congeler sur place. Alors la misogynie en politique. Alors la misogynie, elle existe en politique et comme elle existe dans la société. Après, dans les injures que vous avez citées, moi j'en relève plusieurs qui effectivement sont empreintes de misogynie. C'est-à-dire que la personne est attaquée parce que c'est une femme, est considérée comme illégitime parce que c'est une femme. En revanche, celle sur Marie-Noël Lindemann ou celle sur Ségolène Royal, je pense qu'on pourrait les utiliser contre un homme. Et c'est là qu'il y a un souci. C'est qu'au fond, en réalité, dès que vous insultez une femme, dès que vous attaquez une femme, vous êtes suspect de misogynie, même si le propos n'est pas là. Au fond, si quelqu'un avait dit de Michel Rocard, qui était lui-même ambassadeur des pôles avant, on peut très bien garder Michel Rocard à condition de le congeler sur place, bon, ça n'aurait pas été scandaleux, ça aurait été tout aussi drôle et tout aussi méchant et tout aussi gratuit, bien sûr. Donc attention, c'est-à-dire que souvent on considère par automatisme toute attaque contre une femme comme misogyne. Il y a des attaques qui sont misogynes, il y en a même qui sont d'une grossièreté absolue, et puis il y a des attaques qui ne le sont pas forcément, mais qu'évidemment une femme politique normalement constituée va exploiter en disant « Regardez, j'ai été attaquée en tant que femme, et vous, toutes les femmes, venez à mon secours contre ce méchant qui a dit ça. » Donc c'est compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la féminisation de la vie publique a obligé comment dirais-je, à obliger les hommes politiques à faire un petit peu attention à ce qu'ils disent. Ça a effectivement apaisé le débat, sachant que certaines femmes politiques n'ont pas la langue dans leur poche et peuvent être assez dures aussi contre leurs compétiteurs masculins ou féminins. Il y a une phrase assez terrible que vous auriez pu citer aussi de la part de François Hollande, c'est « Je salue Christiane Taubira, sa voix peut porter même quand elle ne dit rien ». Je trouve que c'est extraordinairement méchant dans un français très pur. Donc, pour finir avec tout ça, aujourd'hui, arrive-t-il que l'injure soit le résultat d'un élan, d'une bourde, ou l'injure politique est-elle toujours construite à dessein de faire mal? Alors, il faut distinguer aussi effectivement l'injure de la maladresse. Je pense que quand il y a une injure politique, c'est une attaque, c'est voulu, c'est conscient. Qu'est-ce qui distingue l'injure politique d'autre chose? C'est que d'abord, elle est publique, c'est pas juste une insulte que vous balancez dans un couloir en croisant quelqu'un, ça peut arriver, mais c'est une injure privée. L'injure politique, elle est publique et elle est polémique, elle s'insère dans un combat. Tout simplement parce qu'en politique, les mots sont des armes et c'est même la première des armes. J'ajouterais tant mieux. Et dans le livre, j'ai cité une phrase de Freud que je trouve très intéressante parce qu'elle va beaucoup contre les idées reçues. Là aussi, on est dans la nuance. Freud nous dit « Le premier homme qui lança une injure au lieu d'une pierre fut le fondateur de la civilisation ». Je trouve ça remarquable.
oui, il vaut mieux, à la limite, lancer une injure plutôt qu'une pierre. Sauf si votre injure incite 10 personnes à balancer une pierre sur votre cible. Ça, c'est pas la même chose. Mais l'injure en politique, elle est polémique, elle est publique et polémique. Et puis, elle a une troisième caractéristique, c'est qu'elle est réflexive. C'est-à-dire que l'injure que vous proférez dit beaucoup sur vous-même. Elle parle de vous. Si vous attaquez quelqu'un sur sa probité, vous êtes vendu, vous êtes pourri, etc., ça veut dire que vous vous posez en garant de la morale, en personne intègre. Si vous attaquez quelqu'un sur sa compétence, vous êtes incapable, vous ne connaissez pas le dossier, ça veut dire que vous, par contre, vous connaissez le dossier. Donc c'est aussi une manière de s'auto-valoriser. Et c'est comme cela que des fois des insulteurs se sont pris les pieds dans le tapis parce qu'ils n'ont pas choisi le bon registre. Et je pense à un orateur nationaliste qui n'avait pas une réputation très fameuse à tout point de vue, qui s'était hasardé un jour à insulter Jaurès. Alors Jaurès fait partie des gens qui ont été beaucoup insultés, mais ce jour-là, il n'a pas supporté et il a eu cette phrase absolument cinglante, n'insulte pas qui veut, monsieur. N'insulte pas qui veut, c'est donc pas vous. Non. Je veux bien être insulté, mais par des gens dignes, vous, c'est non. C'est pas, j'accepte pas. Voilà. Donc, oui, l'injure, elle est consciente, elle est volontaire, elle est, comment dirais-je, elle est voulue. Après, certaines sont mûrement réfléchies, sont ciselées, sont préparées, et ça se sent. D'autres sont improvisées et peuvent être effectivement maladroites et tomber à plat. Ça arrive aussi. Écoutez, je vous remercie. Vous avez là 300 pages de citations et sur les 250 ans d'injure politique, c'est fort intéressant. Et vous avez là une recension de la nuance dans le discours et de l'importance de la nuance dans le discours, et c'est tout aussi passionnant. Pardon. Et donc, il y a des livres que vous pouvez acheter maintenant et qui seront dédicacés par les auteurs, que nous remercions d'avoir éclairé leur propos. Voilà, si ceux qui veulent partir au rugby, voilà, s'il y avait des personnes qui veulent poser des questions, peut-être. Moi j'ai juste une question, est-ce qu'il y a des insultes au collège de pataphysique, des injures? Alors, la pataphysique est la science des solutions imaginaires. Ça laisse un grand champ à la discussion, au débat et à la nuance, beaucoup plus qu'à l'injure. Les injures, elles sont dans Ubu, Cornegidouille, etc. Mais ça ne se pratique pas vraiment au sein du collège. Le collège est plutôt une école de la nuance et de la tolérance. Pas d'autres questions? Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la disputation. Parce que ce que on a exposé à Boulogne, puisque c'est l'université de Boulogne qui a été le siège du XIIIe siècle, en fait, le XIIIe siècle, le XIIIe siècle de la naissance de cette méthode pédagogique, c'est que c'est encore plus radical que ça, c'est-à-dire que si je traduis ça en termes contemporains, ce serait tel sujet. Je suis de droite, j'ai une position donnée sur ce sujet. Mon interlocuteur est de gauche et il a une position évidemment qui n'est pas la même. Et ils sont contradictoires. Eh bien, l'exercice pédagogique consiste à ce que celui de droite doit défendre le texte avec un argument de gauche et que celui de. Inversement. C'était ça la pensée pédagogique. Oui, je ne suis pas rentré dans ces détails, mais vous aviez raison. Il y avait tout un tas de figures du débat qui étaient mobilisées, et notamment les arguments de l'autre, se mettre à la place de l'autre. D'ailleurs, les sujets de disputation les plus célèbres ont été celles, bien que tardifs, ceux au moment de l'arrivée du protestantisme. C'est-à-dire qu'on a eu de véritables débats très profonds, et en même temps notamment en Suisse, mais très tenus autour d'un certain nombre de choses, dont par Montaigne d'ailleurs, la consubstantiation, etc.
l'émotion là. Moi je vais prendre un exemple d'aujourd'hui, parce que ça n'est pas. Mais en 91, la première guerre du Golfe, vous savez que Saddam Hussein a été présenté comme un nazi, et puis il y a les Scuds qui partaient sur Israël. La traduction dans l'information donnée comme ça, nos gens de voyage au terrain de Boulogne sont partis se cacher dans la forêt pendant 6 mois, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient recevoir les Scuds. Étant donné qu'ils étaient nazis, et qu'ils avaient subi en déportation, c'était pas par les nazis, mais par les représentants français, et pour eux, ils étaient convaincus qu'avec l'information qu'ils avaient, voilà, l'émotion, ça donne ça. Actuellement, par exemple, ce matin, dans le sud-ouest, il y a une boîte qui fabrique des bunkers plutôt que des abris de jardin. Vous avez vu la croissance exponentielle parce que, comme ça, pour Poutine, va y avoir la bombe atomique, donc on sort que son petit bunker. Donc ça, c'est l'émotion. Bon, à mon avis, c'est vraiment pas l'information. Ça, c'est très important ce que vous avez dit, à mon avis, c'est fondamental. Merci. D'autres questions? Oui. Alors, oui. Je vais peut-être essayer de conclure. Donc, moi, ce soir, je me sens très privilégié en tant que citoyen de vous avoir parmi nous, puisque nous sommes quand même dans la salle du conseil municipal. Donc, pour moi, la symbolique est très forte ce soir. Vous nous avez amené effectivement une clarté sur des sujets d'actualité et en même temps une réflexion sur ces informations que nous recevons en discontinu et qui peuvent effectivement nous faire monter des moments d'émotion importantes et qui floutent, on va dire, notre arbitrage, je dirais, sur ces sujets-là. Pour moi, ici, c'est la maison du peuple. Et ce soir, cette symbolique, j'y reviens dessus, toutes les personnes qui sont là sont passées sous le drapeau, sont dans une salle communale. Et je pense que ce lieu, je le rappelle, nous recevons aussi la mission locale dans ce lieu avec des jeunes désœuvrés qui font des formations. Nous recevons aussi un campus connecté dans ce bâtiment. Nous recevons aussi une section des Gilets jaunes qui se mettent autour de cette même table pour discuter 1 fois par semaine des problématiques. Et je suis très fier de pouvoir être ce fil conducteur, en tout cas d'essayer de cultiver, et avec l'aide aussi de tous les Macariens ce soir, puisqu'on a effectivement des Macariens que je n'avais pas très peu croisés aussi jusqu'à présent, puisqu'on est sur des, comment dirais-je, des cercles d'amitié ou je ne sais pas, de centres d'intérêt. Et c'est vrai que moi, mon objectif d'élu aujourd'hui, sur mon mandat, c'est clairement de cultiver aussi cette prise de parole et puis cette porosité aussi qu'il peut y avoir entre nous pour le vivre ensemble. Et ce qui peut nous permettre aussi de nous amener vers une tolérance et une compréhension de l'autre. Et là, je rebondis sur l'intégration, puisqu'on a aussi un foyer MNA à Saint-Macaire. On a des jeunes du MNA qui viennent aussi dans la mairie. Et pour moi, voilà la notion maison du peuple. Aujourd'hui, ce soir, encore une fois, vous avez souligné par votre présence et votre envie de venir aussi donner la bonne parole, je dirais votre bonne parole en tout cas, à des citoyens ruraux. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier vraiment de tout cœur et je me sens en tout cas plus riche ce soir qu'il y a 1 heure et merci beaucoup, je pense que je ne suis pas le seul. Et de la part de la municipalité, on va vous offrir un petit coffret, puisqu'en fait, on va faire un petit peu on va dire, comment dirais-je, de lobbying, voilà. Donc on va vous offrir un petit code de Saint-Macaire, parce qu'on a une petite pépite de 18 producteurs, voilà, 10 communes. Donc c'est notre petite pépite, donc je vous remercie à tous les 3 en tout cas pour la richesse de cet événement. Merci. Et en même temps, je rappelle que vous avez écrit effectivement des livres formidables, donc ils peuvent les dédicacer, vous pouvez avoir un échange aussi avec eux, donc je vous invite largement à venir les rencontrer et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'être venus nombreux.